Nous sommes au Carrefour culturel Paul Médéric avec Robert Perron. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a encore un peu de stress après cette 6e édition des Conteries de Charlevoix? Parce que vous avez fait partie du projet depuis le début, je crois. Oui, oui, depuis le début. 2009, la première. 2010, il n'y en a pas eu. Et avec Claire-Lise, en collaboration avec la Ville, nous avons repris en 2011. Donc, pour nous, on considère que c'est notre 5e. D'une certaine façon, oui. Ensemble. Là, Parce que en 2010, il y a eu une interruption. Si tu demandais s'il y avait du stress encore? Oui. Il y en a toujours du stress, mais c'est du bon stress. Avant de compter, on est toujours un peu nerveux. On connaît le compte pas mal. On l'a compté plusieurs fois, mais il y a toujours s'organiser pour bien rendre ton compte. Bien dire, bien poser, pas trop parler vite, que les gens comprennent, aller chercher le punch au bon moment. C'est ça qui est le fun. Puis dans mon cas, ça arrive souvent que j'en rajoute, j'en enlève, je transfère d'autres affaires. Fait que les gens, même s'ils l'ont déjà écouté, ils savent que des fois, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, de nouvelles affaires, tu as pensé à quelque chose. Parce que dans mon cas, un compte est toujours en gestation, il est toujours en train de travailler, il est jamais... À évoluer aussi. Tout le temps. Il n'est jamais final, fini, écrit, final. Jamais, ça travaille tout le temps. Est-ce que... Comment vous est venue cette passion-là pour le conte? Parce que je crois que vous avez plusieurs métiers dans votre vie, autant que vous avez été éducateur, que maintenant vous êtes brocanteur, vous avez plusieurs passions. Mais cette passion du conte, là, d'où elle vient? Ça, je vais dire, ça remonte à ma jeunesse quand j'étais tout jeune, peut-être 8, 9, 10 ans. Mon père qui m'a transmis. Pour moi, mon père était le plus grand des conteurs parce que mon père me racontait tous les soirs une histoire sans fin. Une histoire qui commençait, inventée de toutes pièces. Mais qui ne terminait jamais. Je ne terminais jamais. Il en faisait pendant 3, 4, 5 minutes. C'était toujours des histoires d'Afrique, de singes, de lions. Puis après ça, il disait le reste demain matin, demain soir. Le lendemain soir, il arrivait, puis là, il disait, je disais, mon histoire, puis là, il disait, mettons, je sais pas, le singe tombe bas, a tombé avec une banane. Je dis, pas ça qu'il avait dit hier. Parce que moi, je m'en rappelais, et lui, il s'en rappelait plus. Il dit, c'est quoi que j'ai dit? J'ai dit qu'il est tombé, mettons, avec 2 cocos, doigts de coco. Ah oui, c'est ça, doigts de coco. Puis là, il repartait, il enchaînait. C'était de la pure invention. Donc, pour moi, mon père, c'était le plus grand des conteurs. C'est lui qui m'a transmis ça, qui m'a permis de jouer avec mon imaginaire, de me laisser aller dans mon imaginaire, puis de jouer. Puis tu parlais tantôt d'éducateur. Éducateur, ça m'a montré des gens pour qui l'imagination, etc., était extraordinaire. J'ai compté pour eux autres sans savoir que j'étais un conteur. J'ai compté pour eux autres. J'ai compté des histoires. Brocanteur, c'est la plus belle place pour faire du conte, brocanteur. Quand quelqu'un jette un morceau et qu'il va avoir son histoire, ben, t'en fais son histoire, t'en rajoutes un peu pour ton plaisir. Puis quand les gens t'écoutent avec des beaux yeux, puis tout ça, puis les oreilles ouvertes, ben, t'en rajoutes. Donc, tout, pour moi, c'est relié au conte. Tout le temps. Puis, mais la première fois que vous avez été sur scène, c'est à quel moment de votre vie? Pour le conte? Pour le vrai conte, 2009, au Conteries de Charlevoix. Au Conteries de Charlevoix, ça a été votre grâce baptême. à ma copine, Odette, qui m'a vraiment donné un coup de pied où le dos perd son nom. Parce que moi, je disais, j'aimerais ça. Elle disait, ben oui, vas-y, t'aimerais ça, vas-y, lance-toi, vas-y. Puis à l'époque, je faisais un personnage qui s'appelait Thibob Le Quêteux, qui était habillé avec un drôle de chapeau, des bottes, drôle de bottes, et tout ça. Parce que c'était plus facile, toujours plus facile de compter en te servant d'un personnage. Parce que si tu fais une erreur, tu dis, c'est pas moi, c'est le personnage. Je comprends. Fait que là, ça a été, j'ai compté avec Arlene Thibault, qui m'a épaulé pas mal, qui m'a dit, Robert, tu devrais t'en venir au Cercle des Conteurs de Québec. Alexandra Bouchard, qui m'a dit la même affaire. Bernard Grondin, qui est décédé, qui m'a dit la même affaire aussi. Fait que là, je me suis ramassé au Cercle des Conteurs en 2009, avec mon petit bagage, pas trop. Là, les premières fois, tu comptes trop vite, on en laisse le temps au monde de prendre l'image, de capter l'image, tu comptes trop vite, fait que c'est d'apprendre. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de nervosité en mettant le pied sur la scène. Mais aussitôt que le deuxième pied est mis, dans mon cas, il n'y en a plus de nervosité. Oui, parti. C'est génial. Puis comme quelqu'un m'a déjà dit, dans ton compte, il y a juste toi qui sais comment il est ton compte. Si tu oublies une phrase dans ton compte, c'est pas grave.
Tu sais, puis moi, j'ai lu un livre à un moment donné, malheureusement, j'ai plus le nom de la personne qui parlait des comptes, puis il disait, faut se permettre une erreur. Faut se permettre le droit, tu as le droit en tant que comptable, si tu comptes, comme après-midi, je vais faire le silence des cordes de linge. Oui. Si jamais, dans le silence des cordes de linge, je fais une erreur, je me donne le droit, en tant que comptable, de revenir où ce que j'ai oublié, puis de repartir. C'est votre pure liberté, en C'est fait, ma parce que pure vous êtes seul liberté. sur Je scène, le on ferai rentre pas. dans votre univers. Je ne le ferai pas parce que moi, je vais le dérouler, je vais faire autre chose. Mais je pourrais le faire. C'est mon droit à moi de le faire. Parce que moi, 99,9% des comptes que je fais, ce sont des comptes que moi, j'ai écrits moi-même. C'est justement le prochain sujet que je voulais allons-y. parler. Ce qui est impressionnant dans votre cas, c'est que c'est votre propre écriture. Absolument. C'est inspiré de l'histoire un peu d'ici, de votre vécu, ou dans le passé à Baie-Saint-Paul, dépendant de c'est quoi vous avez écrit. Mais Absolument. le conte que vous allez présenter, cette inspiration-là, d'où vous est venue? Ah, ça, c'est assez drôle parce que je me suis couché un soir. Ça, j'ai écrit ça en 2010, ce conte-là. Maintenant, beaucoup de mes contes ne sont pas écrits. Lui, il l'écrit. En 2010, je me suis couché un soir avec cette idée-là dans la tête. Je me suis levé le lendemain matin et je l'ai écrit. Puis je l'ai Ça a pris beaucoup de temps à écrire? Ah, ça a pris 10 minutes à écrire. Ah ouais? Mais c'est un premier jet, là. C'est pas. Si je regardais ce que j'ai écrit en 2010 puis ce que je vais compter aujourd'hui, ouf, il y a du chemin de fait. Le compte, il y a du chemin de fait, là, tu sais. Ce qu'on appelle un cadenas de travail. Oui. OK? Puis je l'ai envoyé à ma copine. Elle m'a envoyé un message, tu m'as fait broyer un matin. Fait que, tu sais, à partir ça arrive souvent que je vais me coucher ou bien je vais rouler en camion. Tu sais, là, à un moment donné, une idée qui me passe par la tête, pouf, je développe. À un moment donné, bon, le compte est fait. Mais le cadenas du compte est fait. Le compte n'est pas vraiment fait parce qu'il faut que tu le travailles, faut que tu le regardes, faut que tu le casses, comme on dit une première fois, pour voir les réactions du monde. Parce que toi, tu peux bien dire, regarde, moi, d'après moi, si je dis le ciel est vert quenouille, les gens vont rire. Puis si tu n'as pas de rire envers quenouille, ça ne marche pas. Donc, il faut l'essayer avant. Il faut l'essayer avant, ce qu'on appelle le casser. Puis le casser, bien, moi, je faisais ça au Cercle des compteurs de Québec. Casser le compte. C'est comme à un moment donné, au contrée de Charlevoix, il y a 2 ans, je pense, j'avais fait un compte de bûcheron puis de diable. Puis une personne du cercle, Geneviève Marie, qui me regarde après, elle me dit, Robert, je ne comprends pas ton compte, je ne comprends pas que tu veux t'en aller avec ça. Elle dit, une qui est comme ça, qui est une grande conteuse. Qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience, se dit, quand c'est pas ce que tu veux t'en aller avec ça, ça veut dire qu'il faut que tu retravailles ton compte. Fait que j'ai retourné ses planches. Donc, c'est la meilleure place pour casser des comptes, comme vous dites, le cercle. C'est la meilleure place parce que ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas ceux qui vont dire « Ah, c'est beau, c'est le fun ». Les autres, c'est vraiment des compteurs. Fait qu'ils vont dire « Regarde, ça, c'est ça. Moi, je le ferais de même. Moi, je le ferais de même. Moi, j'enlèverais ça. » C'est vraiment le fun. Mais même encore là, comme je te disais tantôt, le compte est toujours en gestation. Il est toujours en train de travailler. Là, je te parle, là, puis le compte, il se déroule là maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette fois-ci? Oui. Bien, merci beaucoup, Robert Perron. C'est moi qui te remercie. Puis on a très hâte de voir votre prestation du silence des cordes à linge. Tout l'espoir est dans le bien le rendre. Je pense que vous allez faire ça à merveille. Ah, on verra. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Bon, maintenant, nous allons accueillir quelqu'un qu'on connaît tous. Est-ce qu'on présente encore Robert Perron? Il est chez lui ici, et nous avons tellement baroudé ensemble nos contes qu'il me semble que la planète entière nous connaît. Comme le monsieur Jourdain de Molière ne se pensait pas si créatif quand il disait « Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que j'en suce rien », Robert est un artiste dans l'âme. Son écriture poétique, de petits textes inspirés de sa vie quotidienne, les photos qu'il ramène de ses errances dans Baie-Saint-Paul et les contes qu'il écrit sur ses souvenirs d'enfance, à lui ou ceux des autres, sont des petits bijoux. Son imagination est sans limite. Il nous met en scène, nous, vous, moi, il nous met en scène dans ses récits, animant la réalité d'hier à la manière de Michel Tremblay, qui réussit de faire du beau et du drôle à partir de drames et de misère. Cet après-midi, il vous présente
le conte que je préfère de lui, du pur Robert Perron. Émotion et rire garantis, voici le silence des cordes à linge. Robert, viens. Ah, quel clin d'œil. Vous allez bien? Oui. Nous allons reculer un peu dans le temps. 1959. J'ai 5 ans. J'habite avec mes parents sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à côté de l'hôtel Morin. Petite maison en briques rouges, 2 étages, galerie blanche à chaque étage, avec une petite cour en arrière. Un soir de septembre. Je vous dis septembre parce que je me rappelle, mes sœurs et mes frères avaient commencé à aller à l'école. Moi, je voulais y aller. Mais à l'époque, nous, les hommes, notre première maîtresse, on l'avait seulement à l'âge de 6 ans. Donc, un soir de septembre, mon père nous annonce une grande nouvelle. La maison que nous habitions avait été vendue à l'hôtel Morin. Moi, je suis là, youpi, on va aller vivre à l'hôtel Morin. Mon père me dit non, mais je vous dis que ça n'a pas dû être facile pour mon père, pour trouver un logement à Baie-Saint-Paul pour le 1er octobre. Le seul qu'il a trouvé, c'est un logement sur la rue Saint-Joseph. La rue Saint-Joseph, tout le monde connaît ça ici, où est-ce que c'est, la rue Saint-Joseph? Dans ce temps-là, dans le milieu de la rue Saint-Joseph, ils appelaient ça l'anse à la garce. Pourquoi ils appelaient ça l'anse à la garce? Il y en a qui disent parce qu'il y avait une garce qui vivait là. Il y en a d'autres qui disent parce qu'il y avait de la boisson frelatée qui se faisait là. De toute façon, c'est une autre histoire. Il y avait une grosse maison. Grosse maison. 3 logements au rez-de-chaussée, 3 logements au premier, 3 logements au deuxième. Grosse maison en décrépit, blanc, décrépit, cassé, avec des galeries en fer forgé, dépeinturées noires qui accotaient sur la galerie, le trottoir en avant. Mais en arrière, mes amis, en arrière, une cour grande comme l'univers pour un petit gars de 5 ans. Avec un hangar sur le côté-là, avec 3 portes, c'était marqué 1, 2, 3. Un autre hangar là, avec 3 portes, 4, 5, 6. Puis un autre hangar là, avec 3 portes, 7, 8, 9. Puis dans le fond, 3 grands poteaux, puis un 2 par 6, puis 9 cordes à linge qui arrivent là. L'adaptation, je vais vous dire, a dû être assez facile à 5 ans. Tu es prêt à t'adapter à tout. Je ne me rappelle pas bien d'affaires, sauf 2 affaires qui m'avaient marqué la première semaine qu'on était là. C'est la première fois que ma mère m'a dit de venir manger. On jouait dans le cours avec mes nouveaux amis. Puis je ne suis pas grand aujourd'hui, à l'âge de 5 ans, j'étais encore bien plus petit. À l'âge de 5 ans, elle dit « Robert, viens manger ». J'ai dû chercher aussi ce que c'était, parce que nous autres, on avait le logement numéro 9, au bout de tout à fait. Puis la deuxième, je me rappelle, c'est la rencontre de Julie. Oh, Julie. Ma belle Julie. 1 an plus vieux que moi, 6 ans. Belles cheveux noirs, yeux bruns. Belle, intelligente. Aussitôt que je l'ai vue, j'ai su que ça allait être la femme de ma vie, la mère de mes enfants. On ne s'est jamais lâché. C'est sûr que j'allais la marier, cette Julie-là. Mais, dans le fond, c'est... Ce que je viens de vous dire là, oubliez ça, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est juste pour me mettre dans le compte. Ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, ce que je veux vous parler, dans le fond, c'est les journées du lavage, le lundi. Parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas laver le mardi ou le mercredi, parce que le mardi, on repassait. Fait que tu ne peux pas repasser du linge qui n'est pas lavé, donc on lavait le lundi. Puis nous autres, chez nous, ça commençait le dimanche soir, le lavage, par des recommandations de ma mère. Ma mère me disait... Oublie pas, Robert, demain, je sors la laveuse à tordeur. Hey, la laveuse à tordeur. Je ne sais pas vous autres, mais moi, ma mère, là, quand elle ne s'en servait pas de la laveuse à tordeur, elle l'habillait. Elle y mettait une petite robe de plastique jaune avec des petits pois blancs. Sur le dessus, elle y mettait un petit capuchon blanc avec des pois jaunes. Puis elle mettait dans le passage à côté, puis elle mettait une petite lumière. Quand j'avais le malheur de me lever la nuit, là, je la voyais. J'en avais peur! Elle avait l'air d'une grosse petite madame, pas de cou, à manquer de main. Fait que là, elle me disait, Robert, oublie pas, je sors la laveuse à tordeur. Puis tu te rappelles, hein? Toi, tu le connais pas, mais il y a un de tes cousins éloignés qui a voulu aider sa mère, puis s'est mis le bras dans le tordeur, puis il marche de même. Fait que moi, j'ai pas envie que tu marches de même. Fait que demain matin, quand tu te lèves, tu fais ta petite toilette partielle, tu déjeunes, puis hop, dehors. Va jouer avec tes amis. Moi, bien honnête avec vous autres,
Je connais bien mieux aller jouer avec mes petits amis que d'essayer de passer le linge dans le tordeur et venir le bras de main. On se ramassait toute notre petite gang, là. Puis là, on s'assoyait dans un coin du garage dehors, là, tous sur des caisses de bois, de côte, de beurre viré à l'envers. Puis là, on attendait. Parce que c'était un spectacle de voir ça, hein. Là, ils sortaient toute la gang. Toute la gang était sortie. Là, ça commençait à parler. Là, on savait tout ça. On n'avait pas besoin de lire le journal. On le savait tout. Quand tel avait fait telle affaire, tel autre avait fait telle autre affaire, il était rentré tard, c'était couché chaud, il avait pris un coup, puis il battait sa femme. On savait tout. Puis là, après ça, il rentrait. Puis là, il ressortait au bout d'une demi-heure pour éteindre le linge. Là, il commence. Mais en fait, compte, tout le monde ne sortait pas. Parce qu'il y en avait une, la première en bas de logement 1, Mme Simard, elle sortait après les autres. On l'appelait Mme Simard, même si elle vivait toute seule, parce que, selon la coutume, ou selon la légende, cette Mme Simard-là, quand ils ont bâti la traque de chemin de fer dans Charlevoix, il est venu des Italiens pour aider à bâtir. Elle est tombée en amour avec un Italien, un dénommé Palicelli. Puis elle a eu une fille avec elle. Elle s'est réveillée un matin, peu de Palicelli, puis peu de filles. Pour gagner sa vie, elle s'est mise à faire du lavage pour les autres. Elle étendait son linge là, 7 jours par semaine, 52 semaines par année. On l'appelait dans le coin la reine des étendeuses de corde à linge. Fait qu'elle, elle sortait après les autres, elle t'étendait ça à une vitesse incroyable, puis elle rentrait avant les autres. Fait que là, tout le monde était sorti, ça commençait à étendre son linge, ça étendait, puis ça étendait. Chacun avait ses manières. Hein. Il y en a qui commençaient avec les grands draps, et d'autres commençaient avec les petits pour finir avec les grands. Ça étendait. Comme ça étendait. Il y en a qui avaient les épingles à linge dans la bouche, d'autres dans la poche, tout ça étendait. Nous autres, on les appelait les chauffeuses de corde à linge. Parce qu'une corde à linge, là, quand il avait fini, ça chauffait. Puis quand il avait fini, puis qu'il rentrait tout en dedans, nous autres, notre plaisir, nous autres, quand il faisait beau, c'est d'aller en sourd. Parce que chacun avait des parfums différents. Il sentait bon, ça sentait bon. Il t'arrivait toutes sortes d'odeurs, de parfums, puis tout. Puis quand il faisait bien chaud, eux autres, ils lavaient à l'eau chaude. Dans ce temps-là, on ne lavait pas à l'eau froide. Il tombait des petites gouttes d'eau encore chaude, un peu tiède sur nous autres. On trouvait ça tellement merveilleux. C'était tellement beau. Mais ça n'a pas toujours été le même, par exemple. Je me rappelle un été... en 1964, j'avais 10 ans. Cet été-là, ça a été un été, comment dirais-je, un été pourri. Il a mouillé tout le temps. Tout le temps, quasiment tout l'été, puis surtout les lundis. Les lundis, ça va du lavage, puis il mouille. Là, mais nous autres, ça ne changeait rien. Là. Le dimanche soir, c'était la même affaire. Là. Je sors la laveuse à tordeur, le petit bras, le cousin, le ci, le ça, hop, dehors. Là, on se ramassait dehors là, avec les parapluies ou les choses pour les imperméables, puis on attendait. Là, il sortait un peu sa galerie. Là, il regardait le ciel, puis là, il disait, il va mouiller encore. Il mouillait chaud. Là, il rentrait, il étendait un peu dans la maison, un peu sur la galerie. C'est plus plein de fun. Je suis content qu'il y en a qui achètent des sécheuses électriques. Là, chacun s'est mis à acheter des sécheuses électriques, puis mettre ça là. Quand il mouillait, mettre ça dans une sécheuse. Toute la brume sortait dehors. Nous autres, on allait dehors, on travers la brume. On avait vu ça à l'école, quand en Angleterre, c'était comme ça, qu'on nous avait rendu en Angleterre. Hein. Tout ça, on se prenait avec la brume. Fait qu'on avait un fun noir, nous autres, au travers de la brume. Il a été, cet été-là, comme je vous disais tantôt, c'était un été pourri. Sauf un dimanche après-midi, ma mère est toute énervée. Elle se comprend plus, elle est énervée, elle passe partout, et tout. Pourtant, dehors, il mouille à Sion. Il mouille depuis vendredi, samedi, dimanche, il mouille à Sion, des cordes, la cour est pleine d'eau. Elle est toute énervée, parce qu'ils viennent de dire à la radio que demain, il va faire beau. Fait que demain, ils vont pouvoir étendre sa corde à linge. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas étendu sa corde à linge. Elle a tout énervé, des conseils, j'en ai eu. Le lendemain matin, 5 heures le matin, elle me réveille. Elle dit, vite Robert, debout, petites choses, dehors, il fait beau soleil, on te détend. Fait que là, dépêche, puis tout, envoie dehors. Là, tout le monde, là, ça sort, puis tout, ça étend le linge, puis tout. Puis à un moment donné, tout le monde arrête. Tout le monde se détourne envers l'appartement de Mme Simard. Mme Simard n'est pas sortie. Elle devrait être sortie, puis elle n'est pas sortie. Comment ça se fait que Mme Simard n'est pas sortie? Ma mère va voir dans la porte de Mme Simard. Elle revient, elle s'en va dans le logement à côté. Pas longtemps après, on a vu arriver le concierge.
Monsieur Henry, c'est un monsieur sympathique. Il venait nous voir tout le temps, donnait un petit peu de tapoche à sa tête, puis il nous donnait des petits bonbons. Puis il était concierge à l'école aussi, fait qu'il nous connaissait tous. Fait qu'on va le voir pour avoir des petits bonbons. Il dit, pas matin, les petits enfants, l'heure est trop grave. Fait que là, avec ma mère, ils ont rentré dans l'appartement. Pas longtemps après, on a vu arriver une ambulance. Les ambulanciers ont rentré dans l'appartement de Mme Simard. Pas longtemps après, ils sont sortis sur la civière avec Mme Simard, ils sont rentrés dans l'ambulance. Ma mère a embarqué dans l'ambulance, mais avant d'embarquer, elle était voir la mère à Judy pour dire à Judy qu'elle s'en allait à l'hôpital avec Mme Simard. La mère à Judy a fait venir Judy. Judy est venue me voir, m'a dit que ma mère s'en allait à l'hôpital avec Mme Simard, puis que je viendrais manger des bons hot dogs avec elle à midi. La journée s'est passée, le soir, Mme Simard, pas Mme Simard, mais ma mère est revenue, elle a fait le tour, elle a expliqué des affaires, puis elle est venue, puis elle nous a expliqué au souper que Mme Simard avait eu un accident. Elle avait fait un accident cérébro-caculaire. C'est un grand mot, ça, cérébro-caculaire. C'est resté comme ça. Le lendemain, je me suis dépêché d'aller retrouver Julie. Là, j'ai dit ça, Julie a dit, t'es trompé. C'est pas un accident. Parce que Julie, sa mère, est infirmière à l'hôpital. Donc, elle connaît ça. Fait que sa mère, a expliqué ce que c'était. C'est un accident cérébro-caculaire. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle a dit ça, c'est comme une goutte de sang qui part du bout du gros orteil ici, là, puis qui monte dans les veines, qui monte dans les veines, qui monte dans les veines, puis rendu dans la tête, qui prend le clou. Puis elle dit, ça va-tu revenir? Oui, ça va revenir avec le temps. Puis là, je disais à Julie, moi, je suis bien étonné de ça. Elle dit, comment ça? Je pensais pas qu'une chauffeuse de corde à linge peut avoir un accident. Les chauffeurs de camions, d'auto, mais de corde à linge. Fait que le temps a passé. Puis Mme Simard a été à peu près 3 mois à l'hôpital. Puis à un moment donné, Mme Simard, on a su qu'elle allait revenir. Un mercredi, en plein milieu de la semaine. Fait que tout le monde s'est demandé comment faire pour accueillir Mme Simard un mercredi. On devrait y faire une grosse fête, on devrait y faire un gâteau. Ça. Là, Julie, ma belle Julie, que j'aime tant, qui est brillante, qui est intelligente, a dit, pourquoi on n'y étendrait pas chacune cordée de linge? Ça serait comme une belle banderole. Elle qui a toujours fait ça, qu'elle aime ça, ça serait comme une belle banderole. Mme Turgeon, qui est à côté, a dit, ben voyons donc, oui. Elle dit, en plein mercredi, vous ne pas pour étendre, on ne lave pas le mercredi, c'est le lundi qu'on lave. Mais pour une fois, Mme Turgeon, on pourrait bien laver. Qu'est-ce que ça fait si on laverait 3-4 morceaux un mercredi? On aurait moins lavé l'autre lundi. Fait que tout le monde s'est mis d'accord. Puis tout le monde s'est mis à laver du linge. Peut-être que ça part de là, l'histoire de laver le linge, là, une autre fois qu'un lundi. Fait que là, tout le monde s'est lavé quelques morceaux. Pas toutes, mais quelques morceaux. Chacun a choisi des morceaux de couleurs différentes pour que ça fasse. Après ça, tout le monde s'est mis à étendre le morceau, puis tout ça. Là, le monde a commencé à attendre Mme Simard. À 1h l'après-midi, Mme Simard n'est pas là, puis le linge est là depuis 9h30 le matin. 2h l'après-midi, Mme Simard n'est pas là. 3h l'après-midi, Mme Simard n'est pas là. Le linge, il est sec depuis longtemps. Il commence même à sentir le brûler. Le gros soleil qui plombe dessus. Tout d'un coup, Mme Simard arrive. Un char qui arrive. C'est Mme Simard. Il débarque une jeune fille qu'on ne connaît pas. On a su plus tard que c'était une travailleuse sociale qui venait aider Mme Simard. Elle ouvre le coffre, elle sort une patente qui s'ouvre de même avec des roulettes. On a su que c'était une marchette. Mme Simard allait se déplacer en marchette. Comment qu'elle va faire, qu'on s'est dit, pour étendre du linge avec une marchette? Ça, c'est sans compter l'ingéniosité de M. Henry. M. Henry, c'est un savant, un homme extraordinaire. Mme Simard, dans le temps qu'elle avait ses 2 jambes, il fallait qu'elle monte 2-3 petites marches pour aller étendre son linge. Il a enlevé les marches, lui, il a tenté un morceau de tuyau avec un fil qui passait en dedans, puis un rouet en haut qui tire, tu tires ça de même, ça descend, tu embarques son linge, tu tires ça de même, ça remonte. S'il avait fait breveter, il aurait fait de l'argent, le monsieur. Hein? Fait que là, il n'a pas tenté ça. C'est sûr que Mme Simard n'a plus jamais été pareille comme elle était. Ça, c'est sûr. On l'appelait encore la reine. Mais c'est vrai qu'elle commençait bien après les autres, mais elle finissait bien après les autres pour étendre 2-3 petits morceaux comme ça. Mais tout le monde la respectait, puis tout ça. C'était Mme Simard. Le temps a passé,
Puis Mme Simard a fini par laver plusieurs morceaux, puis elle se débrouillait pas mal. Tout le monde la considérait, comme je disais tantôt, la reine. Puis là, ben, on est en 1969. J'ai 15 ans, en 1969. Puis c'est ma dernière journée, ici à Baie-Saint-Paul, parce que dans l'après-midi, mon père va me reconduire à Chicoutimi pour faire mon cours classique pour que je devienne un prêtre. Ça, c'est une autre histoire aussi. Que je devienne un prêtre. Puis Julie, on ne se mariera pas. Non, Julie, on ne se mariera pas. Parce que Julie a tombé en amour au mois de décembre avec quelqu'un d'autre. Elle a fait un rêve, elle est tombée en amour avec le bon Dieu. Puis c'est sa dernière journée aujourd'hui, parce que dans l'après-midi, elle s'en va pour devenir une sœur, c'est franciscaine de Marie. Puis son rêve, c'est d'aller dans les missions en Chine, passer 40 ans en Chine, fait qu'elle va être minimum 40 ans sans revenir ici. Fait qu'on est toutes les deux assis sur une petite caisse de bois, comme on faisait à l'époque, sans dire un mot, sans se regarder, on écoute, on regarde, on se remplit la tête, notre mémoire, de ce qui s'en vient, de ce qui va se passer. Pour que quand moi je vais m'ennuyer tout seul, parce que mon père m'a dit que j'allais descendre 2 fois par année. Une fois à Noël, puis une fois aux grandes vacances d'été. J'ai 15 ans, là. C'est la première fois de ma vie que je quitte la maison. Fait que je me remplis la tête d'images, de senteurs. Tout pour que quand je vais m'ennuyer, que je vais me rappeler ça. Elle, Julie, peut-être qu'elle fait la même chose, parce qu'elle va être 40 ans sans revenir ici. Fait qu'on est tous les deux là, puis on s'assied. Moi, j'ai une petite liqueur entre les mains. Je fume une petite cigarette. Elle a dit pas un mot, les mains jointes comme ça. Là, nos parents sortent, ma mère sort, les autres sortent. Là, c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, le journal, c'est nous autres. Hein, Madame Chose, votre garçon, il s'en va pour devenir prêtre de Chicoutimi. Puis vous, votre fille va être sœur missionnaire en Chine. C'est drôle, hein? On n'avait pas su quoi aller marier, ces deux-là. Ils étaient toujours ensemble. Ça a été le même tout le temps. Ça a été nous. Puis après ça, ils sont rentrés. Ils sont sortis. On commençait à étendre le linge. On se remplissait. À un moment donné, ils ont arrêté. Ils sont virés de bord. Mme Simard n'est pas sortie. Ma mère est descendue. Elle est rentrée dans le logement à côté. Pas longtemps après, M. Henry est arrivé avec les ambulances, puis la travailleuse sociale et la police. Ça achève. Il y a 2 minutes maximum. Fait que là, ils sont tous rentrés dans l'appartement de Mme Simard. Nous autres, on s'est tous approchés de la galerie de Mme Simard. Tout le monde. Nous autres, ceux qui étaient dans le linge. Même le vent s'est tu. Même le vent a arrêté de vanter. Les cordes à linge étaient silencieuses. C'était le silence des cordes à linge. Pas longtemps après, le policier est sorti, serré son petit calepin. C'est parti. Le travailleur social est sorti, essuyé un œil avec un petit mouchoir, c'est parti. M. Henry est sorti, il a tenu la porte. Les 2 ambulanciers ont sorti, civière en main. Mme Simard couchée dessus avec un grand drap rouge qui la recouvrait par-dessus la tête. Mme Turgeon en haut a dit « Regardez, regardez, on dirait que la corde à linge de Mme Simard bouge. La reine nous fait son dernier salut. Au revoir, Mme Simard. Bonsoir, Mme Simard. On vous aime. On vous oubliera jamais. Adieu, Mme Simard, furent les dernières paroles que l'on entendit pendant que la reine quittait son royaume.